Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Qui sont ces femmes et ces hommes qui refusent l'ordre moral et le poids de la religion en Méditerranée? Nos invités ont choisi de les mettre en lumière avec nous aujourd'hui dans MOE sur TV5 Monde. Malika Boussouf, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, co-auteur avec Monica Youn de ce livre Musulmanes et laïcs en révolte. Rencontre avec 20 femmes d'exception. Leur combat est aussi le nôtre. Préface Malek Chebel. C'est chez Hugo et Doc. Avec nous également Martine Gozlan. Vous êtes également journaliste. Vous êtes l'auteur du livre Les rebelles d'Allah. Ils ont défié l'ordre islamiste. Préface de Jean-François Kahn. C'est aux éditions L'Archipel. Une cinéaste aujourd'hui avec nous aussi. Khadija Leclerc, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, donc vous avez réalisé le film Le sac de farine. Il sortira en France le 26 mars prochain, le 2 avril au Maroc. Et c'est déjà en salle en Belgique depuis l'an dernier. Martine Gozlan, quelles sont ces femmes auxquelles vous avez voulu, d'une certaine manière, rendre hommage et mettre en lumière aujourd'hui dans ce livre? Ce sont alors des femmes et des hommes, hein, je corrige oui, tout de suite. Ce sont des héros et des héroïnes qui se sont lancés dans une action solitaire au départ et qui parfois dans leur société ont été rejoints, comme en Turquie ou en Tunisie, par le groupe, par la collectivité. Souvent, ils ont été complètement ostracisés, d'autres sont en prison. Et ils se sont dressés contre un ordre qui dénie tous les droits. Alors vous êtes intéressé notamment à cette jeune Malala qui a été grièvement blessée par les talibans. Cette jeune pakistanaise, Malala Yousafzai, donc, dont on se souvient qu'elle a suscité la haine des talibans dans la vallée de Swat, qui est une région du Pakistan qui fut très longtemps sous contrôle des talibans. Elle se battait pour le droit des filles à aller à l'école. Et elle est devenue une véritable héroïne, un symbole international, parce qu'elle a vraiment combattu dès l'âge de 11 ans. 11 ans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Malala est devenue pratiquement une adulte à l'âge de 11 ans et elle s'est lancée dans ce combat extraordinaire. Voilà. Malika Boussouf, même question. Pourquoi avez-vous choisi de mettre précisément ces 20 femmes aujourd'hui sur le devant? Alors, autant dire que des femmes, il y en a eu. Hein, et nous avons été obligés de réduire leur nombre à 20. Déjà, à l'origine, elles ne devaient être que 15. Hein, mais on en a tellement rencontré, elles sont fabuleuses, quoi. On s'est posé des questions pendant... Ça faisait des mois qu'on se posait la question de savoir, mais elles sortent d'où, ces femmes? Elles sont extraordinaires dans des pays qui, en principe, répriment la parole. Et tout, celle-là parle, celle-là occupe le terrain, et donc on a voulu aller à leur rencontre. Alors il y a notamment Shahnaz Abdessalem qui est déjà venue dans Maghreb Orient Express, que l'on a beaucoup entendu depuis 3 ans sur la révolution égyptienne. Comment s'est passée la rencontre avec elle? Vous l'avez Oui, je l'ai rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée à Paris. C'est une jeune blogueuse. En fait, et ça fait un moment qu'elle est partie, qu'elle est venue sur Paris. Et c'est une jeune qui a aux côtés d'autres jeunes qui a été arrêtée, qui a pu. Ce qui était passionnant dans ce qu'elle raconte, c'est dans le fourgon qui les embarquait, ils ont pu tweeter. Et c'est comme ça qu'ils ont, et c'est grâce à ça, et surtout qu'ils ont été relâchés, quoi, libérés. Khadija Leclerc, vous, on va voir la bande-annonce de votre film, vous écoutez attentivement, vous auriez pu mettre Sarah, l'héroïne de votre film, elle pourrait figurer dans l'un de ses livres d'une certaine manière. En tout cas, je suis très très impressionnée par ces femmes effectivement qui combattent, et comme j'entends Malika le dire, c'est vrai que moi au cours de mes débats, par exemple en présentant le film au Festival d'Agadir, j'ai rencontré des femmes qui combattaient et qui avaient une intelligence vraiment où je me disais d'où sortent ces femmes. Je n'avais jamais entendu parler d'elles et je trouve ça magnifique qu'il y ait un livre qui puisse parler de femmes comme ça, parce qu'en fait on se sent parfois un peu isolé et parce qu'on parce qu'on ne se connaît pas, et même ici je découvre ce sujet, et c'est vrai que moi c'est d'une autre manière, beaucoup moins courageuse que Malala, ou je veux dire, qui sur place c'est autre chose quand même. Alors il y a une image qui ne vous a sans doute pas échappé, sans doute pas également à nos téléspectateurs, c'est ce défilé hier à Paris devant la pyramide du Louvre de 7 femmes qui se sont dénudées. Alors j'avais tout simplement ce soir envie de vous demander, aujourd'hui, de vous demander quel était votre avis à ce sujet. On sait que ça fait débat, hein. Alors il ne s'agit pas, précisons-le, du mouvement Femmen, qui est controversé. Martine Gozlan, vous les soutenez à 100%? Alors, écoutez, parmi elles, il y a Amina, et c'est l'histoire d'Amina qui a été le déclencheur de ce livre, parce qu'elle s'est dressée
contre l'ordre, elle s'est dressée contre sa famille, elle s'est dressée y compris contre les féministes traditionnelles, parce qu'il ne faut pas se cacher la tête dans le sable. Hein. Les féministes traditionnelles ont mis très très longtemps à soutenir Amina Sboui quand elle a écrit sur son corps, elle n'était pas entièrement nue, mais elle avait le buste nu, et elle a écrit « Mon corps m'appartient, il n'est l'honneur de personne ». C'est une phrase extraordinaire. C'est l'habeas corpus. Elle a touché du doigt le problème le plus grave du monde arabe. Là, vous me demandez ce que je pense de cette action. Je l'ai découvert puisque je rentre du Moyen-Orient. J'ai découvert, bien entendu, que je ne veux pas me désolidariser d'Amina. Non, juste, c'est un acte solitaire. Elle a quitté le groupe. Et encore une fois, ce que je vois là, qu'est-ce qu'elles ont dit? Halte à la lapidation en Iran, en Arabie Saoudite, etc. Qu'est-ce qu'elles font? Leur acte peut choquer. Mais qui parle tous les jours des lapidations en Iran? Qui parle de lapidation en Arabie Saoudite? Qui parle du statut misérable partout et de la façon dont le Saoudite, corps... elle serait plus appliquée depuis 15 ans. Hein. C'est peut-être le reproche aussi qu'il aurait fait, c'est de parfois ne pas vérifier aussi. En Iran, elle l'est, en Arabie Saoudite, pas forcément. En Iran, elle l'est. Mais donc il faut bien voir. Attention, c'est un acte qui choque. Ok, c'est une provoque qui fait choc, mais qui vise à alerter l'opinion publique. Qui vise à alerter. Et là, ça y est, on se met à en parler. Malika Boussouf, Mon corps m'appartient, disait Martine Gozan, c'est le principal problème dans le monde arabe. Vous qui vivez en Algérie, vous êtes d'accord? C'est pas caricatural? Son corps lui appartient, mais moi je le ferai pas, quoi. C'est ce que nous disait Shahnaz Abdel-Salem dans votre livre, nous avait dit la même chose. Je ne suis pas certaine que ça fasse avancer le schmilblick. Je sais pas. Mais je peux pas non plus dire qu'elle a tort. Je veux dire que bon, chacune choisit sa manière de porter la parole des autres et de dénoncer, quoi. Mais moi, je le ferai pas. En Belgique, il y a déjà eu ce genre d'action Il me semble que oui, avec les Femmes. Oui, avec les Femmes. Je ne sais pas quoi penser des Femmes, mais en tout cas, quand je vois ces filles, je ne me désolidarise pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Effectivement, je ne dis pas que moi, je le ferai, mais vraiment, je les soutiens. Et c'est vrai, comme elle dit, c'est quand même elle qui parle de la lapidation. En Somalie, il y a une semaine ou deux, il y a encore une femme qui s'est fait lapider parce que c'était quoi? C'était par adultère. Adultère, ouais. Enfin, pas qu'elle, quand même. Pardon? Pas qu'elle. Oui, mais je veux dire, disons que ce sont elles qui attirent le plus le regard, parce que bon, voilà. Alors, votre film, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Quelle est l'histoire de cette petite Sarah? Alors, Sarah, c'est vraiment sur la double culture, mais la double culture qui, moi, personnellement, m'enrichit, et sur le rapt familial. C'est une petite, en fait, qui est dans un... orphelinat catholique. Elle est enlevée par son père biologique, qui l'emmène au Maroc, hein, voilà, lorsqu'elle a 8 ans. Exactement. Et elle va grandir au Maroc, donc dans la famille de son père, et elle va toujours penser à retourner, mais c'est avec tout ça, qu'est-ce qu'elle en fait, finalement? Et c'est quelque chose, je trouve, d'assez beau, parce qu'elle apprend beaucoup, et elle reçoit beaucoup d'amour. Voilà. Le sac de farine, on regarde la bande-annonce. Bonjour Sarah, je suis ton papa. Sarah, Yallah. Et toi Sarah, c'est quoi ton rêve? Passer le bac. Je vais partir en Belgique et personne ne doit le savoir. T'es clé. N'arrive. Mais baisse la tête, tu veux nous mettre la honte? Tu sais écrire en français? Sûrement mieux que toi. Je dois écrire 200 tracts pour les étudiants du collège. Ce qui compte, c'est l'amour, pas la virginité, madame. Khadija Leclerc, pourquoi avez-vous choisi de porter à l'écran, à travers cette fiction qui est, disons-le quand même, tirée d'une histoire vraie, pourquoi est-ce que vous avez choisi de porter à l'écran ce thème du rapt familial, des enlèvements d'enfants? Parce que je l'ai vécu, donc ça part d'une histoire personnelle. Que c'était vraiment un besoin, en fait. Pour moi, c'était important. J'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai eu la chance d'apprendre à lire, à écrire, à fréquenter le milieu du cinéma, d'être dans un milieu libre. Je ne pouvais pas faire
je ne pouvais pas ne pas porter ce message. Et expliquer et en parler, parce qu'on n'en parle pas assez. Et dans quelle mesure ça touche... presque banal. Presque banal. En Méditerranée ou pas seulement? Vous me disiez qu'on l'a vu récemment en France, dans les médias, ça touche aussi des familles franco-mexicaines, franco-colombiennes, franco-russes aussi. C'est un véritable fléau, on peut dire, en Méditerranée, ou pas plus qu'ailleurs? Je ne connais pas les chiffres, mais je pense, pour moi, que c'est universel. Que c'est vraiment un thème universel à partir du moment où dans le couple il y a deux identités différentes, deux cultures différentes et qu'il y a une séparation. L'enfant devient l'objet finalement de la discorde. Oui, exactement. Il y a un autre thème qui vous tient particulièrement à cœur, vous aurez sans doute l'occasion de le traiter également, si l'on peut dire, au cinéma, c'est celui de l'adoption concernant le Maroc, ce qu'on appelle la kafala d'un point de vue juridique. Oui, la kafala judiciaire. Voilà, vous avez vous-même adopté une petite Marocaine. Là aussi, pourquoi est-ce que c'est un sujet que vous voulez faire avancer? Mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices au niveau pour le moment, au niveau légal, au niveau législatif vis-à-vis des orphelins. Il n'y a pas assez de monde pour les défendre. Il y a juste les lois qui sont là depuis très longtemps, mais qui ne correspondent pas du tout à la réalité d'aujourd'hui. Il y a, selon les chiffres officiels aujourd'hui, en tout cas au Maroc, il y a 24 abandons par jour. Donc, qui sont recensés. Et il y a des femmes qui travaillent, qui font un travail magnifique sur Casa, que j'ai vu lors d'une conférence à Bruxelles, et je ne savais pas du tout que ça existait. Et donc, c'est important qu'on dit trop souvent qu'il n'y a pas assez d'enfants à adopter. Et moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt les cachets qu'on met sur les enfants, adoptables ou pas. Il n'y a pas assez de cachets qui se délivrent. Mais la problématique se pose aussi, notamment en France. C'est très difficile d'adopter un enfant. Oui. En France, le Maroc n'est pas le seul pays où il est difficile de l'adopter. Non, mais moi, je n'ai pas trouvé... J'ai trouvé, contrairement à tout ce que de ce que j'ai vécu, contrairement à tout ce que j'entends d'ici, on dit le Maroc, c'est difficile d'adopter. Je n'ai pas trouvé ça si vrai que ça, en fait. C'est plutôt, je trouve, les lois européennes qui empêchent les enfants d'y accéder. Et en Belgique, vous avez d'ailleurs fait changer les choses. Il y a eu un amendement, mais qui est loin d'être suffisant. Et je continue, et j'espère vraiment le faire changer. Et c'est en espérant qu'on y arrive. Donc oui, j'ai eu quelques rendez-vous avec des députés. Je continue. Par exemple, il y a le cas de Bénédicte van de Sande, qui est bloqué depuis 2 ans au Népal et qui est belge, et qui est bloqué parce qu'elle a adopté et la Belgique refuse de lui donner un visa pour sa petite. Dès qu'il y a une petite erreur dans la législation, on oublie l'intérêt de l'enfant et ça devient l'intérêt de la loi au détriment de celle de l'enfant. Et l'enfant, il a personne. Donc si nous, on ne se lève pas un peu pour ces petits, voilà, moi, c'est un sujet qui me touche très fort. Oui. Alors, je vous propose de partir sans plus attendre à Rabat, au Maroc, où nous attend Ibtissam Betty Lashgar, qui est d'ailleurs cité dans le livre de Monique Ayoun et de Malika Boussouf. Merci d'être avec nous, Ibtissam Betty Lashgar. Quel est le sujet sur lequel vous, particulièrement, vous êtes mobilisé en ce moment ? Écoutez, nous sommes mobilisés par rapport aux droits des femmes en général, mais il est vrai que notre combat principal ces dernières années se porte sur le droit à l'avortement, qui est d'ailleurs donc d'actualité également dans les pays européens, particulièrement en Espagne. Alors pourquoi le droit à l'avortement? Parce que pour nous c'est un droit, inaliénable des femmes à disposer de leur corps. Vous parliez du corps tout à l'heure, mon corps m'appartient, notamment avec l'action de Amina. Donc voilà, donc nous on s'inscrit véritablement, je dis nous, je parle du mouvement alternatif des libertés individuelles dont je suis membre. Nous on s'inscrit dans une démarche complètement pro-choix quant à l'autonomie des femmes et des filles. Alors, vous l'avez dit, vous êtes cofondatrice du mouvement Mali, le mouvement pour l'autonomie et les libertés individuelles. Alors, au Maroc et plus largement au Maghreb, en Méditerranée, Ibtissam Betty Lashgar, quels sont les domaines, selon vous, il y a le plus de progrès à faire? Est-ce que c'est par exemple l'éducation, la scolarisation des filles et des garçons d'ailleurs? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup les droits humains et les droits des femmes en particulier sont quand même bafoués ici au Maroc, comme dans beaucoup de pays, on va dire, en voie de développement et des pays arabo-musulmans. Vous parliez de la kafala tout à l'heure, je voulais rebondir. Effectivement, c'est très compliqué également parce que, par exemple, la kafala et les abandons, on va dire, sont dus beaucoup à cause de la liberté
sexuelle qui est plutôt interdite au Maroc et surtout au niveau des femmes. Donc voilà, donc nous, par exemple, si là vous m'avez parlé par rapport à la scolarisation, effectivement les enfants scolarisés, sur les millions d'enfants scolarisés dans le monde, 1/3 des filles seulement, beaucoup d'adultes analphabètes, enfin 2/3 sont des femmes, et le niveau d'instruction, à mon sens, des filles signe en effet le degré de liberté et de démocratie d'un pays. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. C'est un combat, on va dire, pour le développement. Alors, on vous a vu récemment manifester contre la décision du gouvernement espagnol de fortement limiter le droit à l'avortement, ce qui est pour les féministes et pas seulement un recul inquiétant. Il y a un vent de conservatisme qui souffle en Europe. Ibtissam Betty Lachgar, est-ce que ça vous fragilise, vous, de l'autre côté de la Méditerranée ? L'avortement étant interdit au Maroc, nous nous battons donc pour la dépénalisation de l'avortement. Donc en effet, de voir ce recul de 40 ans en Espagne, qui est donc un pays qui n'est pas loin, nous sommes très inquiets. Nous avons du mal à avancer au niveau de ce combat. L'État prend des décisions à la place des femmes. Donc nous, il y a effectivement une montée de conservatisme et nous menons des actions. D'ailleurs, le 1er février, où il y a eu les manifestations en Espagne et en Europe, nous avons organisé un sit-in symbolique en solidarité aux Espagnols, mais également pour alerter l'opinion publique et les politiques par rapport au droit à l'avortement. L'État a obligation, au contraire, à faire en sorte que les femmes puissent prendre des décisions sur leur vie sexuelle et leur maternité. Donc c'est un combat très difficile à mener ici. C'est une question très sensible et taboue. Merci beaucoup Ibtissam Betty Lachgar d'avoir témoigné dans MOE sur TV5 Monde. On rappelle que vous êtes cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Donc Mali, merci à vous. Malika Boussou, vous avez donc choisi Ibtissam Betty Lachgar. Elle fait partie de l'une des 20 femmes que vous mettez à l'honneur dans ce livre. Peut-être sur la question de l'avortement, quand on voit ce recul en Espagne, vous, femme algérienne, comment vous réagissez ? Ça déprime. Parce que quand on sait ce qui se passe, chez nous, vous imaginez un petit peu, on a tendance. C'est vrai que des pays comme le mien ont tendance à regarder, surtout l'Algérie, on a plus tendance à regarder l'Occident qu'à regarder l'Orient. Et quand on voit ce qui s'y passe, et il n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a un recul, regardez, en France aussi. En France aussi, on le discute de plus en plus, ce droit à l'avortement et tout. Effectivement, c'est... Mais comment vous l'expliquez ça, Martine Gozan ? Est-ce que il y a la religion ? Pourquoi ce conservatisme, les traditions qui reviennent ? C'est dans un contexte de crise. Comment vous l'expliquez ? Non, mais là, on est en train de parler de la France. Mais moi, si vous permettez, je peux dériver et revenir dans le contexte qui nous intéresse. C'est-à-dire vraiment la façon dont les jeunes femmes et dont les jeunes filles de culture musulmane, d'origine maghrébine, etc., en France, peuvent se débattre dans les contradictions et dans les douleurs. Actuellement, je voudrais quand même insister, oui, il y a bien sûr, il y a un conservatisme qui revient, mais ce qui est extrêmement préoccupant, et c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus, c'est que les rebelles à leur culture, les rebelles qui se dressent contre l'ordre traditionnel, contre les traditions, elles sont en France, et les autres sont complètement capturés par cette espèce de conservatisme. Alors là, je parle du conservatisme islamiste, salafiste, wahhabite, qui s'est emparé de nos compatriotes de culture musulmane et qui a déferlé. Et finalement, moi, quand j'évoque la révolte, il y a un jeune Palestinien qui a pris la tête du Conseil français des ex-musulmans, et autour de lui, il y a des tas de femmes, il y a des tas d'hommes qui n'en peuvent plus et qui disent non, nous ne pouvons pas supporter ce conservatisme terrible qui nous assigne finalement à porter là le voile, là à jeûner pendant le Ramadan. Alors le Mali, au Maroc, c'est évidemment occupé et souvent ces militants ont été emprisonnés. Parce que, là encore, Martine Gozan, particulièrement en France, le retour du fait religieux, il est présent dans toutes les religions. Quand on regarde le judaïsme, il y a énormément de parents qui disent, nous, à la maison, tout n'était pas forcément cachère ou autre, et nos filles nous imposent en disant, ça c'est pas cachère, ça c'est etc. Le retour du fait religieux, il existe peut-être de
manière moins visible, mais il existe aussi chez les chrétiens, chez les juifs. Je suis d'accord avec vous, mais je suis aussi pas d'accord pour tout niveler et tout mettre au même niveau. Je suis pas d'accord. Non, il ne s'agit pas de tout mettre au même niveau. C'est-à-dire que dans mon livre précédent, qui s'appelait Israël contre Israël, j'ai pointé. Voilà, j'avais eu le plaisir d'être invité chez vous. J'avais pointé du doigt la menace ultra-orthodoxe et le fanatisme religieux. Mais là, on est en France. Bon, effectivement, on peut pas tout niveler. On peut pas mettre sur le même niveau une culture et une autre. Il se trouve qu'il y a dans une infinité de quartiers, il y a une infinité de jeunes filles qui ne peuvent plus vivre, qui n'ont plus le droit d'être elles-mêmes. Et ce que Malika, elle s'est battue comme une lionne avec les Algériennes dans son propre pays, mais dans des quartiers, elle sait de quoi je parle, mais dans des quartiers en France, il y a à l'heure actuelle une espèce de chape de plomb, de chape d'intolérance, de fanatisme et d'obscurantisme. Elle se bat aussi contre ça, Khadija. Donc, Khadija, en Belgique, même chose. Vous sentez ce retour du conservatisme? Complètement. Et c'est vrai que c'est un fait assez nouveau que j'ai du mal à m'expliquer. Qui a 15 ans. Un fait qui a 15 ans et qui est le produit d'une espèce de mystification. Un grand Tunisien, un grand intellectuel tunisien qui s'appelle Hamadi Redissi a décrit ça de façon magnifique. Comment l'islam a été capturé comment une secte s'est emparée de l'islam, c'est-à-dire comment le wahhabisme a détruit le message même de l'islam. Donc, et c'est cela, je crois que quoi qu'on fasse, on va revenir à ce socle, c'est-à-dire que l'islam et que la culture musulmane a été prise en otage, et nous en voyons les conséquences dramatiques sur notre sol. Sur cette question. En France, puisqu'on parlait de la France. En écoutant Martine, je pense à la laïcité. Quand on dit laïcité, oui. Chez nous, c'est bon. Évidemment, chez nous, non, pas qu'en Algérie, dans les pays, en tout cas musulmans, ça équivaut à athéisme, etc. Et on travaille, les religieux travaillent. Je suis pas beaucoup d'accord avec, non, l'islam c'est une religion monothéiste, et c'est une religion misogyne. Ça, il faut le dire. Moi, je suis en train de penser à ces jeunes femmes qui ont été enlevées dans les maquis, qui ont été violées, qui ont été engrossées et qui n'ont pas eu le droit, sous prétexte qu'elles avaient été violées par des musulmans, qui n'ont pas eu le droit de se faire avorter. Donc, oui, il y a un retour du conservatisme, bien sûr, et comme par hasard. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les jeunes. Oui. Qui viennent vous raconter, non, pourquoi non, ce ne sont pas les frères musulmans qui violent, ce ne sont pas eux. Bien sûr que ce sont eux, bien sûr. Et on a tendance aujourd'hui à dire que bientôt, il ne va plus y avoir de terrorisme. Les tests de virginité en Égypte, ce n'étaient pas les frères musulmans, ce sont les militaires. Ce sont les militaires. Oui. C'est contre ça que Rim Magad, justement, pourquoi on l'a choisi, c'est contre ça qu'elle s'est... bien sûr, ce sont les militaires. Alors je vous propose de partir, puisque c'est un sujet qui vous intéresse, la Syrie, qui compte des centaines de milliers de réfugiés désormais, sans parler des déplacés, un conflit qui dure depuis maintenant 3 ans. À Montréal, une exposition leur est dédiée, si l'on peut dire. Certains ont pu partir avec les objets du quotidien, ils ont pu les emporter en Jordanie notamment. Un photographe a décidé de leur rendre hommage. Visite guidée de cette exposition avec Catherine François. Qu'est-ce qu'on emmène avec soi quand on doit fuir la guerre en laissant tout derrière? C'est ce que s'est demandé le photographe Valérien Mazato alors qu'il était en reportage dans 2 camps de réfugiés syriens en Jordanie et que ces derniers refusaient, pour la plupart, de se faire prendre en photo. Alors j'ai commencé à prendre des photos des objets en me disant comment est-ce que je peux représenter quelqu'un sans voir son visage, comment est-ce qu'on peut comprendre son identité. Alors petit à petit j'ai commencé à prendre des objets, puis ensuite le projet comme ça a pris de l'ampleur. Le photographe a rencontré une trentaine de familles pour réaliser cette exposition. Des rencontres bouleversantes, comme ces parents dont on voit ici les mains autour d'une photo de leur fils et son certificat de décès. Je trouve qu'ici, ça résume des choses que j'ai voulu exprimer à travers cette exposition qui sont qu'est-ce qu'on garde en fuyant la guerre, que ce soit des objets, mais aussi des souvenirs, des traumatismes, des regrets. Puis là, par exemple, on garde cette disparition avec soi. L'histoire touchante aussi de ces enfants qui sont retournés dans les ruines de leur maison bombardée pour aller chercher leurs jouets préférés. D'autres ont emmené des objets plus usuels comme une théière ou des téléphones cellulaires pour garder le contact avec les proches qu'ils ont laissés derrière.
Il y a beaucoup d'objets où on voit, c'est le drapeau de la Syrie, c'est des bijoux qui représentent la Syrie, c'est des gens qui écrivent sur leur carnet des poèmes sur leur pays. Donc il y a aussi cet amour du pays qu'ils ont laissé derrière eux, que ce soit des opposants au régime ou des sympathisants du régime, puisque j'ai rencontré les deux sortes de réfugiés et finalement ils sont unis par cette envie de retourner. De nous, il ne reste plus personne. C'est le nom de cette exposition qui se réfère à un proverbe arabe. Il reste toujours quelque chose il reste toujours la force de vivre, puis l'espoir de retourner. Cet espoir qui vacille comme la flamme d'une bougie, mais qui ne s'éteint pas. Voilà pour cette exposition sur les réfugiés syriens. C'est à Montréal jusqu'à la fin du mois de mars et ça prendra ensuite la direction de Toronto où vous avez désormais la possibilité de nous regarder chaque dimanche. Merci beaucoup à tous les trois, Khadija Leclerc, Martine Gozlan, Malika Boussouf. On aura l'occasion de vous revoir sur TV5 Monde. Merci à toutes les trois. On se retrouve quant à nous dimanche prochain. D'ici là, n'hésitez pas, vos réactions, vos commentaires sur les réseaux sociaux de MOE et de TV5 Monde. À très vite sur TV5 Monde.